Et un sous-titre aussi sur le sourire d'Apollon, sur le visage de Bouddha, qui nous indique bien la façon dont, effectivement, l'art d'Asie centrale a été, influencé par la Grèce antique. Et c'est tout ce sujet que nous allons développer ce soir, que vous allez développer ce soir avec Madame Barlassos, qui donc, je ne la présente pas, vous la connaissez tous, puisque ces conférences ont lieu dans le cadre du cercle culturel d'Athènes Accueil. Et donc je sais qu'elle est parmi vous souvent et qu'elle est vous la connaissez tous très très bien. Mais je voulais aussi saluer avec un plaisir particulier un ancien collègue. Oui, Monsieur Cambon était un attaché culturel, quelque part dans le monde, dans une région dont il vous parlera. Et donc Pierre Cambon était attaché culturel quand moi j'étais déjà dans le réseau. C'est vous dire si ça fait un petit moment. En tout cas, aujourd'hui nous l'accueillons parce qu'il est conservateur au musée Guimet. Et que bien sûr la présentation de ce soir rend hommage aux collections du musée Guimet et les met en valeur, notamment lors d'une récente retrace, une récente exposition. Donc voilà, c'est ce duo que nous sommes ravis d'accueillir ce soir. Bonne soirée, profitez-en bien. Nous sommes ravis d'accueillir cette conférence ce soir. Voilà, merci. C'est bien l'art du Gandhara, influencé par l'art de la Grèce antique, mais aussi nous allons expliquer comment l'art du Gandhara a pris naissance, a fleuri au centre de l'Asie, donc en Asie centrale, du côté de l'Afghanistan et du Pakistan aujourd'hui. Et M. Cambon, le conservateur en chef du musée Guimet, et le commissaire par excellence du sujet, puisque le musée Guimet a une collection permanente extrêmement importante, même la plus importante du monde, de ces pièces absolument exceptionnelles d'une beauté rare. Et ce sont donc les sculptures de l'art du Gandhara. C'est quoi l'art du Gandhara? Eh bien, c'est l'art de la Grèce antique qui a quelque part, en Asie centrale, la sagesse bouddhique. Cette réunion fait de cet art quelque chose de vraiment exceptionnel. Il est un art très beau, donc du point de vue esthétique, pour tous ceux qui aiment l'art, mais pour nous les Grecs, c'est quelque chose qui nous sensibilise plus particulièrement parce que c'est l'art de la Grèce qui est arrivé si loin en Asie et qui a influencé les peuples et les arts de l'Asie. Mais pour parler de l'art bouddhique, il faut expliquer comment la culture grecque est arrivée en Asie centrale. Et pour ce faire, il faudra que nous déroulions
ce fil historique et nous allons parler de la présence grecque en Asie, avec ce personnage qui reste toujours fascinant 2000 ans après, c'est-à-dire Alexandre le Grand, et la diffusion de la culture grecque en Asie. Alors voilà, donc nous allons nous remémorer un petit peu les événements. Je vais essayer d'être aussi rapide que possible de façon à laisser à M. Cambon autant de temps nécessaire pour développer le sujet par excellence. Alors nous avons donc en haut l'empire qu'Alexandre a pu se constituer en 10 ans avec très peu de batailles et nous voyons qu'il arrive donc de la mer Égée jusque les Indes d'alors, qui est aujourd'hui le Pakistan. Le Gandhara se trouve là. Alors, après la mort d'Alexandre, toutes ces régions ont été distribuées à ses généraux et collaborateurs. Et à la fin, après toutes les batailles internes entre eux, il y a deux royaumes qui ont survécu, le royaume des Ptolémées en Égypte et le royaume des Séleucides, c'est-à-dire de Séleucos, son général, qui englobait toute cette région-là. Et il faut comprendre que Séleucos a en fait réalisé le rêve d'Alexandre, c'est-à-dire diffuser la culture grecque en Asie en créant des villes grecques. Et il a donc créé ici, en Syrie, 50 cités grecques et plusieurs autres dans le reste de l'Asie. Alors nous voyons ici un certain nombre d'Alexandrie et d'autres cités grecques qui se sont éparpillées tout le long de cette région très très vaste. Et automatiquement, bien sûr, les axes routiers se sont créés et se sont multipliés de sorte à pouvoir réunir et donner des communications entre l'Occident et l'Orient, donc d'un côté de l'Asie jusqu'à l'autre. Et ces axes de communication apportaient les biens et les idées, la culture et le commerce entre l'Occident et l'Orient, mais aussi entre les villes, aussi bien les villes grecques que les villes locales. Que fallait-il pour ce faire? Eh bien, une langue commune, puisque tous ces peuples avaient des langues différentes, donc une langue commune, et c'est le grec qui était la langue de communication entre tous ces peuples. Et il est évident que les villes qui ont fleuri dans ces régions sont devenus des centres culturels et commerciaux et avec le rayonnement ont hellénisé une partie des environs de chacune de ces villes. Il faut dire aussi que se sont formés deux noyaux de culture grecque, un noyau au Moyen-Orient et un autre noyau en Asie centrale, deux pôles donc de communication. Bien, alors donc, on va dire quelques mots de ce noyau qui est le Moyen-Orient, dont le centre est la Syrie, avec, donc, nous avons dit 50 villes grecques qui avaient des noms des villes de la Macédoine, puisque c'est les Macédoniens qui les ont créées, et ces villes avaient des caractéristiques qui les rapprochaient un petit peu des villes du même nom en Macédoine, à tel point que Strabon, quand il a fait la description de cette région, l'a appelée Petite Macédoine, la Syrie. Il y avait donc la Syrie avec Damas et Antioche plus tard, et bien sûr Alexandrie, la ville la plus importante du monde hellénistique. Donc nous avons ici donc, un axe de culture grecque. Quand nous pensons que les Ptolémées avaient aussi dans leur administration l'actuelle Libye, c'est-à-dire la Cyrénaïque et les colonies grecques, et quand nous ajoutons toutes les colonies grecques de l'Asie mineure, alors cela nous fait un axe
voilà, de culture et de langue grecque tout le long de la Méditerranée orientale de la mer Égée. Eh bien, cet axe est resté de culture et de langue grecque de très très longs siècles, presque 10 siècles. Et nous ne le savons pas très bien en Grèce parce qu'il y a bien sûr toute l'époque hellénistique, pendant toute l'époque romaine qui s'est appelée gréco-romaine dans la région, la langue grecque a continué à être la langue officielle dans la plupart des villes de cette région-là, et même après, bien sûr par la suite, avec l'Empire romain d'Orient que nous appelons aujourd'hui l'Empire byzantin, le grec continue à être la langue officielle, et un siècle après la conquête des Arabes, le professeur El-Abadi, grand helléniste d'Alexandrie, nous dit qu'il a fallu un siècle donc aux Arabes pour arabiser ces villes, donc il a fallu un siècle après pour que l'arabe devienne la langue officielle. Pendant tout ce temps-là, la langue grecque était la langue officielle de Damas et d'Alexandrie. Donc vous voyez qu'on arrive à 10 siècles de grécophonie dans cette région-là. Bien, on va passer donc à l'étape d'après. Donc un aperçu des villes qui ont été à cette époque créées. Ici, c'est Dora. Je prends bien sûr juste des images de quelques-unes parmi elles parce que nous ne pourrons pas les voir toutes, mais juste Dora Europos qui se trouve à la lisière de l'actuel Irak. Et je la présente parce qu'elle s'appelle Europos et elle porte le nom de la ville où Séleucos Ier est né. Donc vous voyez, c'est ce rapprochement de la Macédoine et du Moyen-Orient. Alors vous voyez encore, il reste aujourd'hui autour de cette ville une partie de la muraille qu'a érigée Séleucos et une statue tout à fait classique, superbe, qui a été trouvée là. C'est pour montrer que l'époque classique et l'époque hellénistique pouvaient se retrouver dans ces mêmes villes. Et voilà ici la Séleucie du Tigre, qui se trouve donc dans l'Irak actuel. Et vous voyez ici donc une petite sculpture ravissante qui vous montre la différence entre l'art classique et l'art hellénistique, qui lui est beaucoup plus libre d'expression, donc il n'y a pas de règles strictes, ce qui donne la possibilité aux artistes d'exprimer cette culture enrichie de plusieurs cultures que portent les gens dans ces villes qui sont très cosmopolites, où il y a plusieurs ethnies qui vivent, et cet art devient même hédonistique par moment. Donc, par la suite, ces villes grecques, pendant l'époque romaine, deviennent très riches, puisque le commerce fleurit pendant l'époque romaine dans la région, et alors pendant l'époque romaine elles s'enrichissent de bâtiments superbes, et nous voyons ici la ville de Apamée qui se trouve dans la région de la Syrie du Nord, et il nous reste l'artère centrale, vous voyez, avec cette colonnade superbe. Ici, nous avons Jerash, qui se trouve aujourd'hui en Jordanie, et ici, le théâtre de Jerash, et ici, en grec, c'est Hierasa, une ville qui a été fondée par Alexandre, mais qui a fleuri pendant l'époque romaine. Et ici, nous voyons Palmyre, 3e siècle après Jésus-Christ. Les villes continuent à recevoir et à cultiver donc ce côté, cet aspect artistique, architectural et culturel grec. On voit au milieu de Palmyre la statue d'Athéna, une copie bien sûr de la statue de Phidias de l'Acropole. Et nous voyons ici le théâtre de Palmyre avec sa belle colonnade. Nous sommes donc en plein dans l'époque romaine. Ce sont des villes locales, c'est une ville d'habitants araméens, mais qui garde le grec comme langue officielle écrite. Donc la monnaie de la ville, de la fameuse et légendaire reine Zénobie, marque
Vasilisa que Sébastien, reine et respectable. Donc vous voyez, on est en plein dans cette osmose de culture, dans cette coexistence de la culture grecque avec les cultures locales. Et ici, nous voyons quelques exemples de mosaïques dans ces villes, et on voit, elles sont presque comme des peintures, tellement elles sont fines. Les gens vivaient dans un raffinement absolu dans ces villes, et on comprend qu'elles aient pu, en quelque sorte, impressionner les habitants locaux et en quelque sorte favoriser l'hellénisation de certains parmi eux. Et c'est vrai que le grec n'a jamais été imposé. Il a été plutôt adopté, puisque c'était la langue officielle dans les villes grecques, mais ils étaient aussi utilisés dans les autres villes quand les gens voulaient l'adopter, soit pour des raisons culturelles, puisque les enfants ils allaient à l'école, il y avait des écoles grecques, soit pour des raisons commerciales, puisque c'était, comme j'ai dit au début, la langue de communication entre ces régions et ces peuples. Alors, nous voyons ici Alexandrie. Ici, nous avons une représentation faite par l'Institut d'archéologie d'Alexandrie, par Jean-Yves Empereur. On voit donc cette artère principale qui est la caractéristique de toutes les cités grecques, et c'est comme ça que les archéologues les reconnaissent tout de suite par cette artère principale. Pendant l'époque romaine, elle avait ces colonnades. Mais ici à Alexandrie, il y avait 5 km de longueur et 30 mètres de largeur de cette artère principale, avec des bâtiments superbes, la splendeur d'Alexandrie qui est restée jusqu'à nous, avec sa bibliothèque bien sûr, avec la traduction des... bref, je passe parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Alors nous voyons ici une statue d'Aphrodite Isis pour que je vous dise que dans cette époque-là, les dieux, en quelque sorte, se confondaient, de telle sorte que les dieux locaux se confondaient avec les dieux grecs, et les gens allaient dans les mêmes temples pour fêter les mêmes dieux au même moment, ce qui permettait au peuple non pas d'être séparés, mais d'être réunis dans les mêmes fêtes. C'était une façon de réunir les peuples, les cultures et les gens à cette époque. Alors nous voyons ici quelques monnaies de l'époque ptolémaïque, et vous savez tous que Ptolémée était le premier et général d'Alexandre, et Cléopâtre, un septième, en 31 avant Jésus-Christ, était la dernière des Macédoniennes qui ont régné sur Alexandrie, la plus grande ville qui a rayonné la culture grecque dans le monde entier de l'époque. Et même après, beaucoup plus tard, les textes de ce qui a été sauvé de la bibliothèque d'Alexandrie a été traduit par les Arabes dans leur langue, et par là en latin, et c'est arrivé jusqu'en Europe, ce qui a sauvé quand même pas mal des auteurs grecs. Alors nous allons donc dans le deuxième noyau de culture grecque qui était l'Asie centrale, donc l'actuel Afghanistan. Et ici nous avons, là, tout le long de la rivière de l'Oxus, l'actuel Amu Darya, qui est la frontière actuelle entre l'Afghanistan et l'Ouzbékistan, il y a pas mal de villes grecques qui ont été fondées. Alors, il y a eu certaines fouilles, certaines parmi elles ont été suffisamment fouillées, d'autres, c'est impossible de le faire puisque les villes grecques se trouvent à 25 mètres de profondeur, ce qui rend les fouilles difficiles. Il y a une cité qui a été trouvée comme elle l'était pendant l'époque hellénistique, sans autres habitations par-dessus, donc elle est authentique. C'est la cité qui s'appelle Aïkhanoun, elle se trouve à la frontière donc, de l'Ouzbékistan et de l'Afghanistan avec l'Ouzbékistan. Et comme vous voyez, elle est énorme,
avec le théâtre, le temple, tous les bâtiments institutionnels qui font que cette ville est vraiment grecque. C'est les fouilles du professeur Bernard qui ont mis à l'évidence cette ville extraordinaire, très grande. Là, il y a juste une représentation avec la rivière, ce qui prouve que ces Alexandries qui étaient citées par les auteurs historiens antiques, elles ont bien existé. Ce n'est pas une légende comme on a pensé à un moment donné. Elles sont là, et beaucoup d'archéologues de l'Europe occidentale auraient rêvé un jour découvrir une Alexandrie. Eh bien, ces villes-là ont donné des découvertes extraordinaires qui nous donnent la possibilité un petit peu de connaître de plus près l'histoire de cette région et de la diffusion de la culture grecque jusqu'au fond de l'Asie. Alors, il y a donc ici, dans cette région, les royaumes gréco-bactriens qui ont vécu à peu près un siècle et demi. Avant, c'était donc le royaume de Séleucide, jusqu'à 250 à peu près. 250, les royaumes Diodote, le premier, s'autodétermine roi de la Bactriane. Donc voilà la création des royaumes gréco-bactriens. Et il y a eu 40 rois grecs. Et on a eu une connaissance un petit peu plus approfondie grâce aux milliers, aux tonnes même de monnaies qui ont été découvertes dans cette région et qui ont permis aux numismatologues de les étudier et de reconstituer en quelque sorte l'histoire de cette région extraordinaire et fascinante. Alors les Grecs ont introduit la numismatique, puisqu'elle n'existait pas avant, du moins sous cette forme. Ils ont introduit aussi l'architecture à la façon grecque et les arts grecs, bien sûr, qui, le Gandhara nous donne la preuve, sont restés là et cultivés pendant longtemps. Bien, alors, donc, quelques images de cette éventuellement Alexandrie de l'Oxus. Pour le moment, elle s'appelle Aïchanoum. Aurait-elle été fondée par Alexandre? Nous n'en avons pas la preuve. Éventuellement, Eucratide, qui était un des grands rois de cette région, l'aurait-il fondée ou l'aurait-il tout simplement enrichi et construite? Alors, nous voyons ici le théâtre. Il a été reconstitué par M. Le Guyot et les Japonais. Nous voyons une des mosaïques de la ville avec le soleil macédonien, si l'on peut dire. On voit ici un de ces chapiteaux et ici quelques exemples de la sculpture qui était donc dans cette ville abondamment. Et ici nous voyons ces maximes delphiques qu'on a trouvées dans cette ville. Vous les connaissez par cœur, je pense que tout le monde les connaît maintenant. Pesson, Cosmios, Notalis. Quand tu es enfant, apprends les bonnes manières. Quand tu es jeune, contrôle tes passions. Quand tu es adulte, sois juste. Et quand tu es vieux, donne des bons conseils, sois de bons conseils et ne t'afflige pas de la mort qui arrive. Donc cela montre comment un citoyen grec doit se comporter durant les différentes phases de sa vie. On voit donc ici, à 5000 km, les gens vivaient avec la philosophie, les valeurs philosophiques grecques. Mais il y a aussi un autre détail, je prends beaucoup de temps, M. Combon. Ici, donc, on voit à la fontaine de la ville, on voit une masque de comédie attribuée à les comédies de Ménandre qui étaient jouées donc à Kifissia, à Athènes, à cette époque-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette ville à 5000 km d'Athènes vivait en quelque sorte à peu près dans l'actualité, disons, de la ville d'Athènes. Donc les communications entre l'Orient et l'Occident étaient bel et bien tout à fait d'actualité. Alors voyez ici maintenant, c'est Aïchanoum, le site archéologique d'Aïchanoum.
un champ. Il ne reste rien de cette ville, même pas une petite pierre. Juste quelques statues que le musée de Kaboul va devoir garder religieusement, puisque ces images et ces quelques sculptures de Kaboul, de cette ville d'Aïn-Hanoum au musée de Kaboul, c'est tout ce qui nous reste de cette ville. Et pourtant, c'était une Alexandrie peut-être, mais toujours une grande ville, une superbe ville, vraiment en plein milieu de l'Asie centrale, qui vivait, qui vibrait à la façon grecque. Et il ne faut pas l'oublier. Bientôt, il ne restera plus rien que notre souvenir. Alors, les royaumes grecs ont été, vers 100 avant Jésus-Christ, ont été investis par des peuples de la steppe. Ces peuples, il y avait plusieurs ethnies, des Yuanzi, enfin ceci, cela, je passe les meilleurs. L'ethnie la plus forte parmi eux, c'était les Couchans. C'était des nomades de la steppe irano-chinoise. Alors ces nomades ont érigé un empire là où avant se trouvaient les Grecs. Ils ont adopté certains éléments de la culture grecque. D'abord, ils ont adopté l'alphabet. Ils n'avaient pas de langue, ils avaient qu'un dialecte, donc ils ont adopté l'alphabet grec et ils ont donc construit une langue qui a pu être parlée donc, pendant plusieurs siècles après le départ des Grecs. Ils ont aussi adopté les monnaies, la façon dont faisaient les Grecs, et même sur leur monnaie, les inscriptions étaient en grec. Alors nous avons ici la monnaie de ce roi très important qui s'appelait Kanishka, qui a donc construit un empire, et sur ces monnaies, il y a marqué en grec Megalo Vasileos Kanirko, grand roi Kanishka. Et à l'arrière, il y a la déesse Sélène, donc Céline. Et on voit donc que les Couchants adoptent aussi ces dieux. Il y en avait d'autres monnaies où il y avait d'autres déités grecques. Et nous voyons leur art qui est aussi influencé dans certaines pièces par l'art grec. Alors ici on voit une Aphrodite, enfin une Vénus ailée bien sûr, mais on voit quand même qu'il y a des éléments un petit peu dans la façon de se tenir de la déesse grecque. Ici on voit si on peut appeler ça sculpture, c'est plutôt un bijou, avec Dionysos et Ariadne, donc notre Dionysos, avec Sélénos en bas. Et on voit que Dionysos est fêté et comment dire, présent partout en Asie centrale, nous le verrons un petit peu partout, et sur une bague sceau, on voit Athéna. Donc vous voyez que les Couchants adoptent un certain nombre d'éléments, puisqu'ils ont rencontré quand même des artistes grecs dans cette région, et ils ont été influencés par cet art grec. Ces mêmes Couchants, ils adoptent plus tard la religion bouddhique. Alors, quand les Grecs sont partis de la Bactriane, donc de l'actuel Afghanistan, sous la poussée des Couchants, ils se sont retirés du côté du Pakistan actuel, qui à l'époque était les Indes. Et un petit peu dans les Indes même, par la suite, avec le roi Ménandre et bien sûr le roi Démètre, qui avait repris un certain nombre des contrées qu'avait au départ conquis Alexandre. Enfin bref, il a poussé les conquêtes grecques un petit peu plus profondément à l'intérieur de l'Inde. Là donc se constituait un royaume indo-grec, parce que les Grecs étaient beaucoup moins nombreux à cette époque-là.
grand roi de ce royaume était Ménandre. Ménandre est le seul roi grec qui est cité dans les livres sacrés de l'Inde, comme le Milinda Pancha, qui est un livre où il y a une discussion entre Ménandre et un sage indien sur la philosophie. Eh bien, Ménandre a beaucoup favorisé le bouddhisme. Et sa façon de traiter le bouddhisme, de le favoriser, tout en gardant la philosophie grecque présente, les statues grecques dans toute la région, partout où il y avait des villes et des Grecs, il y avait partout des statues. Il y avait donc cette coexistence de la sagesse, de la culture, de la philosophie bouddhiste avec la présence grecque qui était encore visible dans la région. Donc cette coexistence a permis aux bouddhistes d'essayer de présenter aussi Bouddha par des statues. Alors, il y avait encore dans la région des Grecs, nous ne pouvons pas le savoir. Est-ce qu'il y avait des artistes hellénisés? Certainement. Alors voilà, le premier Bouddha, donc, qui a été sculpté dans cette région, eh bien, on lui a donné les traits d'Apollon. Disons, l'idéal masculin apollonien et a été appliqué sur le visage de Bouddha, qui était un jeune prince très beau avant de devenir Bouddha, c'est-à-dire l'illuminé. Donc voilà, Bouddha, il se retrouve avec un visage aux traits réguliers nous avons ici un certain nombre de pièces. Là, il y a Bouddha avec à ses côtés ce personnage qui nous rappelle Héraclès. En fait, c'est son compagnon Vajrapani qui est chargé en quelque sorte de le défendre, de le protéger. Donc automatiquement, on lui donne les traits d'Héraclès parce que c'est lui qui est le héros, qui est le protecteur, qui est l'homme fort, qui va donc être toujours aux côtés de Vajrapani avec les traits d'Héraclès. Et cette statue est considérée comme une des plus belles de l'art du Gandhara. C'est superbe. Et dans une autre complexe comme ça, il y a Vajrapani sous les traits d'Alexandre. Bien sûr, ces statues-là ont été récemment restaurées par le professeur Tarzi. Malheureusement, elles ont été détruites quelque temps après et aujourd'hui elles n'existent pas. Pourtant, je considère que ce sont les plus belles. Pour nous, les Grecs, sont celles qui nous parlent le plus, n'est-ce pas, dans notre cœur. Alors, on voit ici donc un autre Bouddha qui a le visage ovale, les traits réguliers et ce chiton et cette himation avec les plis tout à fait à la grecque. Et on voit ici quelques têtes de Bouddha. On voit toujours les traits réguliers. On voit ici une statue de cet art du Gandhara qui aurait pu, comme dit le professeur Tarzi, être faite n'importe où en Grèce. Vous voyez cette plasticité, cette façon de se tenir. Et on voit quelques têtes de ces débats, c'est-à-dire les suivantes de Bouddha, qui ont des traits tout à fait grecs, on dirait presque de l'art classique de la Grèce. Et voilà une très belle tête praxithélienne de l'Ouzbékistan avec des traits superbes. Mais là, M. Cambon va vous en parler plus longuement par la suite. Et je termine donc par ces photos. Qu'est-ce qui reste donc de cette culture grecque en Asie? L'art bouddhique fleurit entre le 1er et le 7e siècle. Or, les Grecs sont déjà partis de la région. Voilà donc un art qui fleurit sans que personne ne le demande. C'est donc cultivé par les peuples locaux qui gardent toujours l'amour, la réminiscence des arts grecs. Par la suite, on peut dire aussi que plus tard, un exemple de cette osmose de culture, c'est cette petite statuette qui a été offerte par une personne locale, un monsieur local,
qui offre cette statuette au dieu Oxus, parce que la rivière est déifiée au dieu Oxus. C'est vraiment une façon exactement pareille des Grecs quand ils offraient quelque chose au dieu en Grèce. C'est donc quelque chose qui nous montre que les locaux avaient vraiment adopté la culture grecque avec les traditions grecques. On voit ici Héraclès, qui devient Shiva dans la religion hindouiste. C'est M. Boparachi qui nous a donné cet exemple. On voit donc qu'on transmet, les déités grecques, la culture grecque se transmet, se fait adopter par les cultures locales. Il nous reste encore ici en Ouzbékistan une partie de la muraille d'Alexandre qui avait été donc à l'époque quand il était là-bas en 329. Eh bien, il y a encore des fouilles qui sont en cours et on a trouvé pas mal de choses. Les gens en Ouzbékistan, quand ils passent devant, ils se glorifient d'avoir chez eux une petite parcelle de ce qu'Alexandre a laissé sur place. On voit ici le peuple de Kalash. Pour nous les Grecs, nous le connaissons bien puisqu'il y a des gens qui s'occupent de ce peuple. En Pakistan du Nord, c'est un peuple qui se réclame d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire un peuple qui en fait est le fruit de ces cités où vivaient des différentes ethnies, cette mixité de culture et de population, et ces gens-là gardent encore la culture grecque en osmose et en la mixant avec les cultures locales. Leur langage leur montre, la façon de s'habiller le montre, le chapeau qu'ils portent, aussi bien les Kalash que les habitants du Pakistan et une partie des habitants de l'Afghanistan, ce chapeau-là, c'est l'antique Kosia macédonienne, Ikapsia, de Macédoine. Et oui, tous ces peuples-là continuent à porter ce chapeau qui nous ramène à la Macédoine antique. Et enfin, cette monnaie, c'est une monnaie afghane qui était encore présente il y a encore quelques années, qui porte, voilà, ici, comment dire, le symbole, oui, enfin, c'est pas tout à fait le symbole, hein? Oui, enfin, c'est une image de la monnaie d'un des grands rois de la Bactriane, Eucratide. C'est les deux chevaux, n'est-ce pas? C'est les dioscures qui étaient ces dieux protecteurs. Et ici, il y a marqué en grec Megalou Basileus Eucratidou. Donc, sur la monnaie de l'Afghanistan, il y a quelques années, on rendait encore hommage à la culture grecque qui, à un moment donné de l'histoire, a fleuri dans cette région. Et voilà donc qu'il reste encore dans la mémoire des gens cette culture grecque qui a en quelque sorte influencé à un moment donné leur vie quotidienne et leurs arts. Et l'art du Gandhara est un exemple absolument extraordinaire et M. Combo va nous le montrer de façon beaucoup plus détaillée. M. Combo. Je prends donc le relais pour vous emmener à l'autre bout du monde, sur les traces d'Alexandre le Grand. En France, tout le monde a entendu parler de l'art gréco-bouddhique. Gandhara, en revanche, est un terme exotique. Le terme, pourtant, est un terme de géographie antique utilisé par les auteurs classiques pour définir la région autour de Peshawar, à la frontière afghane, où se développe aux environs de l'ère une école de sculpture bouddhique qui voit la première représentation figurée du Bouddha sous une forme humaine. C'est cette école du schiste, parfois mêlée de stuc, révélée par les fouilles de l'Archaeological Survey of India, qui fascina Kipling. Celui-ci l'évoque
Au tout début de Kim, avec la fameuse stèle du musée de Lahore que vous avez sous les yeux, un art étrange en territoire indien où se mettent des références classiques, tout droit venues de Méditerranée, un art où se retrouve un goût pour le portrait, pour le réalisme, pour le mouvement, la profondeur et pour la perspective. Un autre détail, le Bouddha irradiant, toujours la même stèle, l'apothéose bouddhique, l'assistant ébloui, la donatrice, ici le couronnement du Bouddha. Là, le Swat, un stupa, là le monument bouddhique typique de la région, mission Fouché, début du XXe siècle. Les fouilles du tout début du XIXe siècle avaient révélé en effet une production de schiste souvent très composite qui renvoie à une histoire troublée, à épisodes multiples. Enclomé dans l'empire perse achéménide, 6e siècle avant Jésus-Christ, point ultime des conquêtes d'Alexandre sur la route de l'Inde, 4e siècle avant Jésus-Christ, le Gandhara est intégré dans le premier empire indien des Maurya, 3e siècle avant Jésus-Christ, avant d'être le siège du royaume indo-grec, à la suite des conquêtes de la Bactriane grecque au sud de l'île de Couche, 2e siècle avant Jésus-Christ. Ceux-ci seront chassés au temps des invasions nomades par les Scythes et les Parthes, 1er siècle avant Jésus-Christ, avant que ne se constitue un vrai empire des steppes, l'empire Kushan, 1er et 3e siècle, couvrant également l'Inde du Nord ou bien l'Afghanistan. Mais ceux-ci disparaissent bientôt sous la pression de l'Iran sassanide ou de l'Inde des Gupta, 4e siècle après Jésus-Christ, avant que la région, après les invasions uniques, 5e siècle après Jésus-Christ, ne soit absorbée peu ou prou par l'empire centre-asiatique des Turcs occidentaux, 6e siècle après Jésus-Christ. Le Gandhara, par la suite, s'effacera peu à peu de la carte coincée entre l'Afghanistan ou encore le Cachemire. Une histoire donc complexe, souvent un peu confuse, dont le film s'est reconstitué avec l'aide des monnaies, des sources gréco-romaines et des textes chinois. Une histoire sujette à controverse, notamment autour de la figure de l'empereur Kanishka, 2e siècle après Jésus-Christ, l'empereur Kushan, qui porte la triple titulature indienne, iranienne et chinoise. C'est sur son monnayage, en effet, qu'apparaît la première image du Bouddha, dûment identifiée par l'inscription Boddo, les quelques inscriptions reconnues dans l'art du Gandhara soulevant le problème de l'identification des airs auxquels on se réfère. Bref, une histoire compliquée dont l'art du Gandhara est un parfait reflet, bien que son origine même fasse l'objet de débats et reste controversé. Pourtant, c'est un Français, Alfred Fouché, 1865-1952, qui a lu la toute première synthèse sur cette école locale, aux marges du sous-continent, qu'il voit comme la fusion entre hellénisme et bouddhisme, une rencontre entre le monde indien et le monde hellénique sur fond d'apport des steppes. Pour lui, le concept est indien, la mise en forme grecque. Le vocabulaire est d'apparence classique, même matinée d'influence perse ou bien centra-asiatique. C'est lui qui avance autour de 1900 le concept d'art gréco-bouddhique du Gandhara, dans la thèse qu'il soutient à la Sorbonne l'année 1905. Ici, Vajrapani, dont on a parlé il y a une seconde, sous la forme d'Héraclès, en compagnie de quelques moines. La pièce est au musée Guimet à Paris. Là, le Bouddha et l'ascète, un détail d'un relief du musée de Peshawar. La région du Gandhara, donc, mission Fouché, début 19e siècle, fin 19e siècle, pardon. Comme Fouché l'écrit drôlement dans un livre publié quelques années avant, sur la frontière indo-afghane, c'est de là que vient le cliché que vous avez sous les yeux. Comme il écrit drôlement, donc, tout dans ses prétendues œuvres indiennes dénote, ou du moins rappelle, le goût occidental. Partout s'exerce sur leur bleuâtre couleur de schiste
l'intervention d'un ciseau rompu à la technique des ateliers de Grèce ou d'Italie. C'est à se demander si l'on ne dort pas éveillé ou si on n'a pas été mis traîtreusement en présence d'une collection de moulages empruntée par exemple au musée du Latran. Ici, l'Athéna du musée de Lahore, vraisemblablement une gardienne du palais. Là, toujours le musée de Lahore, une tête à turban décorée de figures. L'art du Gandhara met en effet en image de façon littérale et sous une forme humaine la geste du Bouddha, et ce d'après les textes du bouddhisme, des textes qui, jusque-là, n'avaient notamment de l'Inde ancienne que des représentations conceptuelles et non figuratives, pour ce qui est du Bouddha, évoqué dans ses vies antérieures ou bien par son absence. Or, c'est cette nouvelle iconographie, comme le souligne Fouché, qui va servir de base à la Vulgate bouddhique, qui va se diffuser en Chine ou encore en Corée. Ici, toujours de l'ouvrage de Fouché sur la frontière indo-afghane, la cheminée du mess des officiers de la région de Mardal. Un détail, le bain du Bouddha enfant, la clé du musée de Peshawar. Fouché va même plus loin, le prototype de l'image du Bouddha en Asie du Nord-Est est le Bouddha gandharien, une image où se mêlent l'esthétique hellénique, le réalisme grec et la philosophie de l'Inde. Et de résumer sa pensée de façon lapidaire, l'artiste gandharien était grec par son père et par le sculpteur, et par le il l'énonce dans un article au titre provocateur, l'origine gandharien, d'Apollon et de souvenirs relevés en chignon de façon réaliste. Le sourire du dieu grec, toutefois, est transformé ici en expression rêveuse, lointaine. Un sourire intérieur à peine suggéré. Sauf preuve du contraire, écrira Fouché plus tard, en 1922, le prototype de tous les Bouddhas de l'Asie est le Bouddha indo-grec. Que cette conclusion soit assez inattendue et contraire à l'ordre naturel des choses, qu'elle n'est surtout rien d'agréable pour un analyste, nous n'en disconvenons pas. C'est le cas où jamais de l'avouer, on ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire, La Fontaine fabletiste. Ici, le Bouddha dans sa grotte de Navadari, donc pièce du musée de Peshawar. En fait, si le beau style gandharien tel que le définit Fouché est bel et bien unique dans le sous-continent et fait figure à part dans les arts de l'Asie, témoignant d'influence hellénique ou bien occidentale, reste que la controverse porte toujours à l'heure actuelle sur les débuts même de cette convention qui fait du Bouddha, selon la jolie formule de Fouché, un roi sans parure ou un moine sans tonsure. Une image dont la silhouette frappe par son élégance, par son humanité, par son réalisme. Un Bouddha vêtu du manteau monastique à la manière du Nord, dont l'écho se retrouve en Chine sur les bronzes dorés au tout début de la diffusion du bouddhisme en territoire chinois. Le débat reste toujours en cours, mais c'est à Fouché que revient tout le mérite d'avoir su le poser, non sans un certain courage d'ailleurs, puisqu'il est lui-même de formation indianiste. C'est aussi grâce à lui que se constituent les premières collections de Paris sur l'art de ces régions, au Louvre d'abord, puis au musée Guimet, à la suite de ses missions en Inde, puis en Afghanistan. Ici, le musée Guimet aujourd'hui. À la suite, en effet, d'une première mission en 1896 sur la frontière afghane, en Inde britannique, où il étudie les collections du musée de Lahore et celle de Peshawar. Dans l'optique de sa thèse soutenue 10 ans plus tard, Alfred Fouché rapporte les quelques pièces qui vont constituer le premier fonds du Gandhara, aujourd'hui au musée. Ici, le petit Bodhisattva Maitreya, donc le Bodhisattva de l'avenir, le Bouddha à venir. La plus spectaculaire, toutefois, est le Bouddha de Shavasgari, un Bodhisattva se définissant comme un futur Bouddha, appartenant encore au simple monde profane. Comme le souligne Fouché, celui-ci est un prince de la steppe, représenté comme un raja indien, avec des emprunts évidents au monde grec. Ruban flottant, sur le mode des diadèmes, celle de l'enlèvement des Nagini,
les fameux serpents par l'oiseau Garuda, ornant la bouffette du turban, transcrivant à l'indienne le thème de Ganymède, collier avec outil représenté en vol, sandales à motif de lion. Une autre tête de la mission Fouché, donc, aujourd'hui à Paris, au musée Guimet. Plus tard, en 1922, alors qu'il est une nouvelle fois en Inde, Alfred Fouché sera envoyé à Kaboul pour mettre en place la DAFA, délégation archéologique française en Afghanistan, dans le cadre d'un accord de coopération exclusive avec l'Afghanistan sur le plan de l'archéologie. Cet accord inclut une clause de partage entre Paris et Kaboul, ce qui explique la présence d'antiquités afghanes au musée Guimet à Paris, entre les collections du Gandhara et celles d'Ali Central. Ici, il s'agit du premier repérage à Adda, près de Jellalabad, par Fouché en 1923. Ces liens privilégiés expliquent ainsi les collections actuelles. Vous avez la galerie afghane du musée Guimet à Paris. Elles expliquent aussi la politique d'exposition depuis la rénovation du musée en 2001, après rénovation, d'où en 2002, Afghanistan, une histoire millénaire, exposition sur le patrimoine afghan à l'étranger. En 2006, Afghanistan, les trésors retrouvés, le trésor de Tilia Tepe et celui de Begram, les collections du musée de Kaboul. En 2010, l'an passé, donc, Gandhara, terre de rencontre, les antiquités du Pakistan. Juste une vue rapide dans l'exposition 2006, le trésor de Tilia Tepe, toujours 2006, le trésor de Begram, ce sont les collections du musée de Kaboul. Grâce à Fouché, en effet, le musée Guimet à Paris est le seul à pouvoir présenter l'ancien Gandhara au sens de Peshawar, actuel Pakistan, à côté de pièces provenant de l'autre côté de la frontière en territoire afghan, faisant le lien avec les collections exhumées au Turkestan chinois par la mission Pelio. Celle-ci s'inscrivait dans le cadre des grandes missions d'Europe et du Japon qui explorent le Xinjiang, le Turkestan chinois, avant 1914. Vous avez Van Leeuwenhoek, Grunwedel, Ornstein, Otani. Toute mission qui montre la diffusion sur la route de la soie d'un art bouddhique mêlé d'influence hellénique, du moins à ses débuts, puisque c'est du Gandhara que par l'expansion missionnaire à l'époque des Kushan, 1er, 3e siècle. Ici, une photo de la croisière jaune en 1931, mais là, une pièce rapportée par Pelliot, donc, avec ce petit démon qui porte la peau de lion à la mode d'Alexandre. Cette approche globale, qui est en fait unique, permet donc de mieux saisir les différences dans l'espace et le temps, les sensibilités diverses et la complexité de cette région frontière, et spécialement le foyer gandharien autour de Peshawar, ou celui de Hadda, près de Jellalabad, en territoire afghan, qui lui est mitoyen. Des zones dont l'activité avant le glissement du bouddhisme à l'islam vers le Xe siècle apparaît surprenante par son abondance même et sa longévité. Cette approche parisienne permet aussi de définir les termes et de préciser les régions, car chacune a des spécificités bien précises. En résumé, on pourrait distinguer schématiquement au nord de l'île de Couche cette chaîne de montagnes qui coupe l'Afghanistan avec des sommets donc culminant à plus de 5000 mètres. Au nord, donc, la fameuse Bactriane, le royaume des 1000 villes dans l'Antiquité grecque, une vaste zone entre les monts Issar et les monts du Pamir, ouverte sur les steppes et sur l'Asie centrale, soit le domaine du calcaire ou bien de la terre crue. Ici, une vue à Bouskashi, prise dans la citadelle de Paris. Ici, à côté de Kaboul, donc au sud de l'île de Couche, à 1800 mètres d'altitude, Begram, Bagram, ou l'ancien Kapisha, l'ancienne Alexandrie du Caucase, fondée par Alexandre. Plus au sud, près de Jellalabad, à l'issue de ces vallées qui débouchent sur la plaine et sur la Khyber Pass, la vieille route de l'Inde, le Nagara-Hara, avec ses myriades de monastères bouddhiques qu'explore vers 1830, peu avant l'expédition britannique à Kaboul, un aventurier américain du nom de Charles Mason, aventurier féru d'antiquité et d'archéologie, passé moment perdu, quand il ne s'agit pas de business. Ici, il s'agit des stupas de la région de Hadda, peut-être qu'ils ont été remontés dans les galeries afghanes à Paris. Une autre vue.
En fait, ce n'est qu'après la Khyber Pass que s'étend le Gandhara, au sens antique du mot. Cette zone de Piémont, antichambre de l'Inde, autour de Peshawar, avec à ses côtés les zones qu'il a influencées. À l'est, une fois franchi l'Indus, que vous avez sous les yeux, le royaume de Taxila, non loin d'Islamabad, actuel Pakistan, dont la capitale ouvrait toutes grandes ses portes aux armées d'Alexandre. Le site classé au patrimoine mondial, évoquant pour le visiteur de passage venu de la Méditerranée la campagne romaine au printemps et la Grèce en été. Ici, les fouilles de Taxila par l'Archaeological Survey of India dans les années 1930. Le royaume est bordé à l'est par la Jhelum, mais celle-ci traversée, comme le souligne Babur, le fondateur de l'empire des Mongols, le monde est différent. C'est le début de l'Inde, l'immensité des vastes plaines indiennes, qui pour lui n'a plus le charme de Kaboul avec ses hautes montagnes, ses rivières et ses vignes, sa clarté, sa lumière et la pureté de l'air, même s'il fait de Lahore la capitale de ces deux États. Dans les faits, l'école gréco-bouddhique en schistes provenant du Gandhara s'est diffusée à l'est vers le royaume de Taxila sans aller au-delà. Elle s'est diffusée aussi au nord, par-delà la passe de Malakand, dans la vallée du Swat. Vous avez ici une vue de la vallée du Swat. L'ancien Udiyana, au début de la route dite du Karakoram, reliant les plaines indiennes au Turkestan chinois. Ici, une pièce du musée de Taxila, prenant la région de Taxila, donc le Bouddha dans sa grotte auquel on rend hommage. Toujours de la région de Taxila, le musée de Taxila, un bodhisattva du monastère de Moramoradou. En revanche, là, une pièce qui vient de la vallée du Swat, mission Fouché, aujourd'hui à Paris, au musée d'Imen, la nativité, la naissance du Bouddha. Cette école, donc, a rayonné également à l'ouest, en territoire afghan, près de Jalalabad, où s'épanouit une véritable école du stuc gréco-afghan, bien plus gréco-bouddhique que l'art du Gandhara. Ici, le génie aux fleurs de Hadda, aujourd'hui dans les collections à Paris. Cette école rayonne également plus au nord, dans la région de Begram, où les pièces en schiste de la région de Kaboul témoignent d'un style local légèrement différent et souvent plus tardif, montrant la diffusion du style sur la route de la soie, qui annonce déjà l'art de l'allée centrale, les sites de la route nord. Vous avez ici une pièce de la région de Begram, donc à Bichat, aujourd'hui à Paris. Vous voyez, le style est déjà différent. Là, c'est une collection privée, mais c'est toujours le style de la région de Kaboul. Et là, vous êtes déjà dans un autre monde. Ce sont les peintures de la vallée de Bamiyan. Ce vaste ensemble entre l'Iran, l'Inde et l'Asie centrale apparaît donc en fait comme une zone de fracture, une ligne de faille entre l'Orient et l'Occident, une zone où l'un et l'autre se rencontrent au hasard de l'histoire, mais aussi se séparent. Encore une fois, le bouddhisme se diffusera vers l'Asie du Nord-Est, partie du Gandhara, et non vers l'Occident. Comblant là, curieusement, le vide par le vide, puisque le bouddhisme aspire au renoncement, comblant l'absence de Dieu par un vide assumé, quasi métaphysique, quand l'Ouest voit se diffuser, en revanche, les religions du livre ou les cultes iraniens. Sur cet ensemble, au nord-ouest de l'Inde, les approches divergent, à la différence des Anglais, qui jouent la chronologie basse, faisant le parallèle entre Gandhara et bas empire romain. L'approche française a cherché à faire le lien avec Alexandre le Grand, la Bactriane antique, 250-150 avant Jésus-Christ, et les rois indo-grecs qui, au IIe siècle avant Jésus-Christ, règnent autour de Peshawar ou bien de Taxila. C'est d'ailleurs en cherchant à reconstituer l'itinéraire d'Alexandre le Grand que commencent vers 1830 les tout premiers sondages sur le stupa de Manikyala, non loin de Taxila, et ce, bien avant les travaux qu'entreprendra plus tard l'Archaeological Survey of India. Ils sont le fait d'officiers français de l'armée napoléonienne, partis après le désastre de Waterloo, prendre du service à la cour de Lahore au temps de Ranjit Singh, souverain du royaume sikh qui couvre le Punjab avant l'annexion britannique. L'un de ses officiers, le général Kaur, avait fait d'un des tombeaux moghols, celui de Jahangir, sa résidence privée. C'est celui que vous avez sous les yeux. Là, c'est la mosquée rouge à Lahore.
le Bouddha de Nananébéry qu'on a vu tout à l'heure, musée de Peshawar, un détail. Ainsi, quand Londres souligne les rapports avec Rome, Paris joue donc la carte de la Grèce, privilégiant une chronologie haute et bien souvent plus courte. Pourtant, les deux approches, en fait, devraient se compléter, puisque l'école du Gandhara paraît avoir connu une longévité remarquable jusqu'au 7e siècle, comme le montrent les trouvailles de Charibalol, de Takkan ou bien de Taxila, Jinan-Walideri, même si, au départ, l'influence hellénique semble être bien réelle. Ici, le départ du Bouddha quand il quitte son palais, pièce du musée de Peshawar. Ici, une scène de Bekanal, musée de Lahore. Il n'en demeure pas moins, toutefois, que les cartes demeurent encore passablement brouillées, même si des pans de logique émergent peu à peu. Le débat entre Athènes et Rome s'étant d'ailleurs complexifié à la suite des fouilles italiennes dans la vallée du Swat dans les années 1960-1970, autour de Budkara, puis de Saïdou Sharif. Les fouilles soulignant le rôle du facteur local et la composante Parthes, ces nomades de culture iranienne, lointains cousins des Sikhs, et qui ne se réclament pas de la dynastie Parthes installée en Iran, même s'il s'agit toutefois de la même famille. Ici, un chapiteau à figure donc de cette région du Swat, musée du Swat. Là, le thème du sommeil des femmes, toujours la vallée du Swat, région de Budkara. On peut y rattacher aussi les fouilles de Zarderi, non loin de Mansera, musée national de Tokyo, donc fouilles japonaises, très loin des zones classiques de l'art du Gandhara, et qui montrent à la périphérie un très curieux mélange légèrement décadent entre le monde indien, c'est un détail d'une pièce de Zarderi, et les codes gandhariens, de plus en plus bâtards. Le thème du banquet est repris de Peshawar, mais de façon beaucoup plus maladroite. Une autre pièce de Zarderi, le roi dans son quadrige. En fait, si Rome est un rêve d'Occident, puisque les contacts sont en fait très lointains, les échanges indirects par la voie maritime, l'Iran faisant obstacle à l'époque romaine, si la présence nomade de culture iranienne est omniprésente tout au long de l'histoire sur les frontières du Nord et menace aux marges du monde sédentaire, les rapports avec les Grecs sont en revanche anciens et parfaitement réels, renvoyant même avant Alexandre le Grand au temps achéménide. Tous les auteurs antiques soulignent d'ailleurs qu'Alexandre le Grand, en s'aventurant jusqu'aux portes de l'Inde, n'a fait que reprendre les exploits d'Héraclès ou bien de Dionysos, dont l'expédition en Asie se voit confirmée, entre guillemets, par la prise de Nissa par les armées d'Alexandre dans la région du Swat, les habitants de Nissa se revendiquant comme les descendants directs de la divinité et de ses compagnons. Certes, les historiens d'époque hellénistique ou bien l'époque romaine oublient l'intermède perse, celui des rois achéménides, ce qui explique pourtant aussi la présence grecque bien avant Alexandre, déporté en exil venu de Grèce et d'Asie, ou bien explorateur au service du grand roi. Reste que cette ancienneté des contacts explique l'imprégnation profonde de la culture grecque de part et d'autre de l'Hindu-Kush. En témoignent les inscriptions grecques retrouvées en Bactriane afghane, ici les fameuses maximes delphiques, sur le site d'Aïranoum que vous avez vu tout à l'heure, ou celles au sud de l'Hindu-Kush dans la région de Kandahar, et d'Ashoka de l'époque Maurya en grec, ou celle de Sophistos à l'époque indocite en grec. Les maximes delphiques résument l'idéal grec qui s'annonce comme un idéal quasi confucien. Le plus spectaculaire est que, d'après une inscription retrouvée sur le site, Cléarque de Soloï se vante d'avoir été les recopier lui-même à Delphes, au sanctuaire d'Apollon, pour les transcrire à Aïranoum, en Bactriane afghane. En quittant ces territoires frontières du nord-ouest de l'Inde, en se perdant dans le sous-continent, les Grecs, en revanche, se fondent bien souvent dans la masse, passant généralement de l'autre côté du miroir, comme le montre le pilier d'Héliodore, ambassadeur d'un roi indo-grec, sectateur de Vishnu, non loin de Meshnagar. Concrètement, cependant, les fouilles ont confirmé l'impact de l'hellénisme en territoire afghan comme en Asie centrale, l'ancien Turkestan russe. Qu'elle soit le fait de la DAFA ou bien de l'Institut d'archéologie afghan,
Qu'elle soit de l'époque soviétique ou de l'époque actuelle, elle montre le terreau sur lequel se développe l'art du Gandhara. En Bactriane, les exemples se sont ainsi multipliés dans les dernières années. Fouille d'Aïranoum, une ville grecque, dont on vous a parlé il y a quelques secondes, fondée par Alexandre, ou bien par Eucrates, près de l'Amoudaria. Les fouilles ont duré de 1963 jusqu'à 1978. Une ville grecque d'époque hellénistique avec un complexe palatial imposant, gymnase, théâtre et héron, voire temple redon avec fragments de statues acrolytes. Ici, une photo prise lors des fouilles, c'est le rempart nord, puisque la ville est face à la frontière. À l'époque, c'est l'URSS, mais c'est aussi la frontière avec le monde nomade. Une reconstitution donc par la NHK, la télévision japonaise, avec les équipes françaises donc, qui ont fouillé le site du complexe palatial. Là, un chapiteau néo-corinthien sur le mode asiatique pris à l'époque des fouilles. Toujours à Aïranoum, donc une statue de style grec. Fouille à Barge, en cours actuellement, ici vous êtes sur la citadelle. Donc les fouilles ont lieu près de la citadelle depuis 2003, fouilles qui ont permis de découvrir les premiers niveaux grecs dans la mer des cités, celle qui avait vu s'unir Alexandre et Roxane sur fond de rêves d'empire fusionnant l'Orient et l'Occident. Toujours Barge, un enfant avant jouant avec les chapiteaux grecs. La stèle, enfin, du temple, donc du dieu de l'Oxus, en territoire tadjik, de l'autre côté du fleuve Amoudaria et non loin de Termez. L'impact de l'hellénisme est d'ailleurs si réel qu'il se traduit même dans le royaume voisin, celui des Parthes, au départ philémène, un royaume fondé en 250 avant Jésus-Christ et donc contemporain de la Bactriane grecque. Ici, une figure féminine en marbre qui provient de la trésorerie de la première capitale. Donc la trésorerie de la première capitale part à Nissa. Ce n'est pas la Nissa dont je parlais tout à l'heure au Swat, mais Nissa qui se trouve dans l'actuel Turkménistan. Cette trésorerie a révélé toute une collection de ritons en ivoire, ces vases à boire typiques des cultures iraniennes, décorés de scènes directement puisées au répertoire grec d'époque hellénistique que vous avez en frise tout en haut du riton. Scène de théâtre, scène dionysiaque, dieu et demi-dieu, parfaitement grec. L'influence se retrouve même dans le monde nomade, comme l'a montré la découverte des tombes de Tilia Tepe dans le Sheberghan, au nord de l'Afghanistan, au nord de Kush, lors de la Bactriane. Tout un matériel en or incrusté de pierres semi-précieuses qui montre aux environs de l'air une synthèse élégante entre la culture grecque et l'art des sites de l'Est, sur fond de contact avec le monde chinois, comme en témoignent les miroirs retrouvés sur les corps. Toujours de TP tombe 4, donc une coupe en or avec inscription grecque qui donne le poids de la pièce. Ici, un détail du fourreau de la dague du guerrier tombe 4. On peut rapprocher d'une pièce du Gandhara, donc détail du musée de Peshawar. Si l'orfèvrerie de Tilia-Tepe donc lui est bien spécifique, elle trouve néanmoins un écho dans les bijoux indocites trouvés à Taxila, 1er siècle avant Jésus-Christ, voire même, très curieusement, sur ce que portent les suivantes du fameux coffret neuf du trésor de Begram. Donc là, c'est un détail d'une pièce du musée Guimet, et ici, les boucles d'oreilles de la tombe 4. Collection cette fois du musée de Kaboul. Si le trésor de Begram au nord-ouest de Kaboul, qui rassemble les plus anciens ivoires indiens connus, à côté de lac chinois, ou bien un matériel venu tout droit de Méditerranée, vases en porphyre, en albâtre ou en cristal de roche, à côté de médaillons de plâtre au thème hellénistique, de verrerie ou bien de bronze, de types de corps variés. Si ce trésor donc est daté par d'aucuns de la période Kushan et par la même romaine, reste que les correspondances existent pour ce qui est des bronzes avec le site de Taxila à l'époque indocite, 1er siècle avant Jésus-Christ. Georges Charbonnet lui-même, dans ses travaux sur la Grèce, s'appuyant sur les vers peints du trésor de Begram pour évoquer la grande peinture d'Alexandrie d'époque hellénistique. Les photos de Begram proviennent donc
du lot afghan, c'est-à-dire des pièces qui appartiennent au musée de Kaboul. De cette période des Grecs, le souvenir se retrouve même à l'époque Kouchane, ses descendants non méditerranéens des Grecs, selon la formule de Daniel Schlumberger, comme en témoigne l'acropole de Sokotal en Bactriane afghane, fondée au IIe siècle par l'empereur Kanishka. Ici, c'est la statue de l'empereur Kanishka du musée de Kaboul en cours de restauration en 2003. Même si le règne de Kanishka donc, paraît inaugurer une période nouvelle, puisque le grec est officiellement au IIe siècle donc, abandonné comme langue de chancellerie au profit du bactrien ou bien de langue locale, suggérant un retour à des valeurs peut-être plus orientales. Ici, la plateforme bouddhique de Sokotal, aujourd'hui à Paris, au musée Guimet. Là, les Bouddhas du passé avec leur compagnon Vajrapani, pièce du musée de Lahore. Cette imprégnation hellénique explique ainsi l'écho du monde grec dans l'art du Gandhara, l'unité héroïque, créature fantastique, thème de la guirlande portée par des poutis, chapiteau à figure, colonne de type néo-corinthien sur le mode asiatique, ici un détail d'un des Vajrapani. Les personnages semblent même tout droit sortir de l'Antiquité grecque, comme le Vajrapani du British Museum, qui porte la peau de lion, ou bien les démons de l'armée de Mara du musée de Lahore, dont certains font figure de vrais condottières grecs, le premier en tout cas, et le dernier. Le chapiteau ionique existe même à Taxila, à l'époque Anoparte, dans le temple de Jandial, temple dont le décor évoque, selon Apollonius de Tyane, le combat d'Alexandre avec le roi Poros. Le stupa dit de l'aigle à deux têtes sur le site de Sirkap, donc à Taxila toujours, daté des Indocites, montre d'ailleurs, sculpté en relief sur sa base, une véritable porte grecque, à côté d'un torana ou bien une arche indienne. Le contexte explique sans doute la représentation du Bouddha ascète du musée de Lahore, l'icône du Gandhara, pièce unique d'un expressionnisme stupéfiant, mais qui n'y part non plus son humanité réelle, voire même un certain classicisme. Dès 1890, Émile Sénard notait à son propos dans le journal asiatique: quant à la figure du Bouddha, la facture de précision outrée, la recherche évidente malgré les incorrections d'une exactitude réaliste, l'habilité avec laquelle sont traitées plusieurs parties, la souplesse du mollet dans l'épaule droite et dans les muscles qui rattachent le bras à la poitrine, tout indique une période où se conservaient encore des traditions assez solides de savoir technique. À cet égard, poursuit-il, on remarquera l'écart qui s'accuse entre la figure principale et le bas-relief qui décore le socle, et qui est traité assez sommairement, sans doute comme une scène conventionnelle, multipliée en nombreuses répliques par des artistes inférieurs. Il y a là un avertissement qui ne doit pas être perdu de vue pour ceux qui s'attacheront à établir la série chronologique des ouvrages gréco-bouddhiques. Et d'ajouter une autre observation me frappe: ce type de motif d'intelligence, s'il n'est pas unique, est au moins très rare. Il n'est pas pris rang dans l'iconographie hiératique. Le soin évident avec lequel il est traité dans notre spécimen, l'effort d'originalité dont il témoigne, le rapporte avec quelques vraisemblances à l'époque où s'élaborait dans une liberté relative, avant de se fixer dans des moules immuables, l'iconographie conventionnelle du Bouddha. Cette époque ne saurait, d'après ce qui précède, être postérieure à la fin du 1er siècle. On peut évoquer aussi le cas de la tête en marbre dans la collection Georges Ortiz, pièce d'un baroque absolu, la seule pièce en marbre trouvée au sud de l'île de Couche, qui proviendrait en fait de la région de Peshawar, découverte renvoyant apparemment à des fouilles illégales sur le site de Takal, près de l'aéroport. Bien plus que des souvenirs de la période romaine, d'ailleurs, certaines pièces, certains bas-reliefs de Dire ou bien de démogrammes, dont la région du Swat, semblent témoigner d'une époque antérieure, apparaissant très proche de ces palétaphares des tout débuts de l'art du Gandhara, dont certaines sont datées du IIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où le roi indo-grec Ménandre discute avec le sage indien Nagasena à propos du bouddhisme. Ici, la scène du baiser, une pièce du musée du Swat, prenant le numogramme. Là, le grand départ qui vient du même site, mais
ce style de facture avec ces palettes à phare qu'on trouve au tout début de l'art dit du Gandhara dans ces régions, voire même de matériaux, puisqu'il s'agit ici non pas de schiste, mais bien de stéatite, cette pierre que les Anglais ont baptisée soapstone. Ici, il s'agit donc de la pièce du British Museum où Aphrodite est en train de chasser de Eros, représenté comme un enfant. Mais c'est en territoire afghan, pourtant, que la marque hellénique paraît la plus visible. Dans cette école du Stuk qui s'épanouit à Adda, près de Jalalabad, et que révélèrent les fruits de la DAFA en 1928, menée par Jules Bartour, un art gréco-afghan bien plus gréco-bouddhique que l'art du Gandhara, comme le confirmeront d'ailleurs les fouilles dont vous avez vu des photos tout à l'heure, qui seront reprises plus tard donc, par l'Institut afghan, donc la niche avec le Bouddha Héraclès et Alexandre. Donc, ces fouilles donc, afghanes des années 70, les monastères se situant non loin de cette ville de Dionysopolis, qui reste à découvrir et qui faisait office très vraisemblablement de métropole régionale, comme le souligne Démarras Yala, qui était le directeur de l'archéologie afghane à cette époque. Ici, le profil féminin, donc collection de musique humaine. Je vous présente quelques pièces de collection de Paris, donc provenant de Adda. Adda montre d'ailleurs de façon claire donc, la succession d'époques très différentes, comme l'utilisation beaucoup plus éclectique de matériaux divers, à la différence de l'art du Gandhara. Si le schiste est présent, existe le calcaire, mais aussi la terre crue et une abondance spectaculaire de stuc. Scène de musique et de danse, donc l'escalier de Charlie Mondi, là, le stupa, toujours collection afghane de Paris, et puis ces séries de têtes de personnages divers, extrêmement réalistes, une tête en terre crue également à Paris, voire même des peintures, donc des peintures dont celles que vous avez à Paris donc, ont été réalisées à fresco, donc tout en évoquant par le style celle du stupa de Miran au Turkestan chinois. Là, c'est Miran au Turkestan chinois, sur la route du Sud, écho direct de l'art du Gandhara aux portes de la Chine. Donc les peintures de Miran, de Bouddha et les moines. C'est l'art du stuk afghan, toutefois, qui créa la surprise par l'inventivité, la variété des types, la référence souvent à la Grèce classique, puisqu'à côté de l'image bouddhique, on retrouve une multitude de personnages annexes, de type ethnique, les collections de Paris, Adda, Afghanistan, donc, qui évoquent tout aussi bien les steppes que la Grèce d'Asie ou bien les Tanagras. Une tête de genre, un guerrier, le fameux démon au manteau de fourrure. Adda toutefois montre, là encore, qu'il y a une chronologie, une évolution, que la fusion entre hellénisme et bouddhisme n'empêche la juxtaposition de scènes grecques et indiennes avant la codification progressive et l'indianisation à l'époque post-Gupta qui donneront au 6e, 7e siècle les Bouddhas de Bamiyan, lointains descendants de l'art du Gandhara, portés à des dimensions spectaculaires et jamais atteintes par la suite, 35 ou bien 53 mètres. Mais là, c'est aussi le début d'une toute autre histoire. Ici, vous avez une base de stupa en calcaire provenant de Adda, collection Paris, et là, son alter ego en schiste, style de Charibalon, musée de Peshawar. Sur cette école gréco-bouddhique des stucs gréco-afghans, qui est baptiste gothico-bouddhique, André Malraux écrit très joliment en 1928 « Entre la fin de l'Empire et le gothique européen, il y a le roman. Et voici l'élément saisissant de ces statuts. Nous sommes en face d'un gothique sans roman. » Et le Bredet sur ce thème, en poussant la comparaison plus avant, l'art des cathédrales exprime l'individu transcendant, c'est une abstraction sensible. Pourtant, ce que tous les deux ont en commun, c'est cette tendresse diffuse où l'idéalisation grecque, pénétrée d'une pitié souriante, rejoint la grâce rémoise. Un gothique qui du christianisme ne connaîtrait que les anges.
L'Afghanistan, au fond, ajoute-t-il, pour conclure, résumant sa pensée, est un cas à part dans le monde asiatique, le seul cas dans l'histoire du bouddhisme où celui-ci échappe à sa logique d'évitement du monde, le seul cas où, loin de rompre la chaîne de l'enchaînement des causes et des effets et de fuir le désir, il chante bien au contraire la beauté de la vie et son humanité. Dès 1931, il soulignait ainsi ce point qui pour lui apparaît capital: le bouddhisme refuse le monde, et nous voyons ici l'instant unique dans l'histoire de l'Asie où il l'a accepté. Et là encore, cela le doit-il à la Grèce, montrant la justesse de l'approche de Fouché. Celui-ci d'ailleurs n'avait-il pas souligné la position géographique si particulière du Gandhara, à mi-chemin entre le golfe du Bengale et les côtes du Levant? On nous permettra, écrit-il, de faire observer que pratiquement le Gandhara n'est guère moins éloigné des bouches du Gange bouddhique que de celle de l'Euphrate hellénisé. Ici, c'est un détail d'un bas-relief du British Museum, donné comme les fiançailles de Siddhartha, le futur Bouddha. Et Joseph Aquin, l'ancien directeur du musée Guimet à Paris, en charge aussi de la DAFA dans les années 1930, de noter dans ses propres carnets: il ne faut pas considérer l'art gréco-bouddhique comme un intermezzo du point de vue indien, mais comme une frange autonome d'art bouddhique ayant contaminé quelque peu l'art indien. Cet art a cherché une forme adéquate en territoire non indien et l'a trouvée grâce à l'art grec. Ici, juste pour finir, quelques photos, plaisir des yeux simplement. Ici, non pas une statue grecque, mais l'une de ces divinités féminines en ivoire du trésor de Belgrade, dont Aquin avait été le découvreur en 1937. C'était l'exposition à Paris en 2006. La pièce appartient au musée de Kaboul. Là, une tête féminine en stuc au charme adolescent, provenant de Taxila. Donc, c'était l'exposition Gandhara Paris 2010. La pièce fait partie des collections pakistanaises. Là, le Bodhisattva de la collection Malraux, qui tient le vase à eau, peut-être Maitreya, le Bouddha à dire, et qui fit l'affiche à Paris lors de l'exposition afghane en 2002. On notera enfin, pour finir, l'absence de correspondance réelle, à part quelques relations très ponctuelles entre l'école du Gandhara, région de Peshawar, et celle de Mathura, région de New Delhi, que d'aucuns veulent quasi contemporaine et date de la période Kushan. Curieusement, la seule pièce mathurienne trouvée dans la zone du nord-ouest l'a été à Taxila, vous l'avez sous les yeux. Petit Bouddha, assis, qui fait le geste de l'absence de crainte dans la pose du héros. Grès rose, visage poupin, l'image est enfantine, témoignant d'une esthétique indienne, un réalisme idéal, qui n'a plus rien à voir avec celui de Gandhara. Celui-ci, en effet, par comparaison, apparaît plus profane, plus terrestre, tout simplement humain. Pour mémoire, la seule pièce gandharienne trouvée à Mathura, en sens inverse, est une statue féminine, en schiste gris, et celle-ci est réalisée en ronde bosse avec le rendu du modelé. Cette esthétique, donc, gandharienne, là c'est une pièce du musée Guimet à Paris, donc de Clémenceau, va se développer au nord-ouest de l'Inde de façon autonome, évoluant peu à peu vers une codification progressive qui va se diffuser sur la route de la soie. Le stuc cédant la place bientôt à la terre crue. Ici, donc, quelques photos à partir des collections de Paris Atta Musée Guimet. Vous voyez l'évolution progressive. Ici, le site de Circa Taxila, donc la cité gréco-parthe. Un détail d'un des stupas, région de Taxila, donc monastère de Jolian. Ici, un Bodhisattva, donc musée de Peshawar, site de Shari Balol. N'empêche que l'école du Gandhara, du moins à ses débuts, et semble-t-il longtemps, témoigne d'un parfum d'Occident qui reste incontestable, souvent bien plus hellénique que romain. Tout cela sur fond d'apport des steppes et de culture indienne. Ici, en écho, le médaillon du musée de Kaboul, donc provenant de Belgrade, donc le buste de jeune homme. Mais c'est à l'art de Gandhara que revient d'avoir su innover et d'avoir su créer, à partir de toutes ces traditions, en développant un monde de formes qui lui est personnelle. Ici, la première méditation du Bouddha, musée de Peshawar, site de Shari Balol, où l'on voit le Bouddha donc assis, celui qui va devenir le Bouddha, assis sous un arbre. Il voit le laboureur, donc représenté sur le socle, éventrer le champ du socle de sa charrue et réalise alors la souffrance de ces milliers de créatures qui vont trouver la mort
première étape donc d'un long parcours, d'un long chemin qui va le mener à la voie de l'éveil, à la bodhi, à l'illumination. C'est ainsi à un sculpteur gandharien qu'on doit la toute première illustration de ce thème qui mêle toute la sagesse indienne à l'attention portée à l'existence terrestre, même la plus simple, la plus quotidienne. Et cela aussi renvoie en Méditerranée. Car l'art du Gandhara, c'est d'abord l'émerveillement du monde à travers le prisme de la Grèce et de l'Inde, même si l'approche paraît paradoxale par cette rencontre même de deux visions qui semblent si lointaines. Ici, vous avez l'Enokoé à Anse, donc en verre, donc avec implication de feuilles d'or qui a été retrouvée dans l'une des deux chambres du trésor de Belgrade dans la région de Kaboul. La pièce fait partie des collections du musée de Kaboul et vous avez une scène dionysiaque, exactement même Dionysos lui-même représenté ici. Voilà, je laisserai peut-être les quelques minutes de conclusion à votre hôte. Nous remercions infiniment M. Cambon, cette source extraordinaire de science, pour cet exposé superbe et si élevé, si superbe du point de vue scientifique et si complet. Pour schématiser, car il nous reste plus beaucoup de temps, je pourrais dire que l'art du Gandhara est constitué de deux parties, peut-être on pourrait dire deux écoles. L'école française, qui a fait des fouilles en Afghanistan, là où il y avait les Alexandries, là où la culture grecque était assez bien implantée. Donc l'art du Gandhara de l'Afghanistan présente une forte influence grecque, et c'est le musée Guimet qui a la chance d'avoir de très belles pièces et de nombreuses pièces, puisque le plus grand nombre de pièces de cette influence grecque de l'art du Gandhara ont été trouvées près de Hadar. Il y avait 15 000, 16 000 pièces qu'à l'époque, le musée de Kaboul, qui venait de naître en 1931, a partagé avec le musée Guimet, donc les Français qui faisaient les fouilles à l'époque. Donc le musée Guimet se trouve aujourd'hui doté des plus belles pièces, des plus nombreuses pièces de l'art du Gandhara qui présentent, comme j'ai dit, une forte influence grecque. Et c'est absolument indéniable puisque les Alexandries étaient là, c'est donc tout à fait logique que cette influence soit déteinte sur les statues de Gandhara de l'Afghanistan. De l'autre côté, il y a Pakistan. Alors, au Pakistan, c'est les Anglais qui ont commencé les fouilles et c'est les Italiens, comme M. Cambon vient de le dire, qui continuent même aujourd'hui. Et là, le Pakistan est beaucoup plus près de l'Inde et c'est donc évident que cet art du Gandhara trouvé dans les parties du Pakistan est beaucoup plus près de l'image de Bouddha, de la vie de Bouddha, de ces complexes sculpturaux qui sont beaucoup moins grecs de premier abord. N'empêche qu'il y a tous les symboles, des tritons, des scènes dionysiaques, de toutes sortes de détails qui nous ramènent à la culture grecque. Et il est évident que les Anglais donnent une prépondérance à l'influence romaine parce que cet art se développe pendant l'époque romaine. La Grèce n'a pas été intéressée à cet art. Nous avons laissé la place vide. Les Italiens continuent à faire des fouilles en Pakistan. Ils ont, disons, rajouté leur opinion à celle des Anglais. Ils ont renforcé par leur opinion, par leur influence, puisqu'ils sont sur place, donc ils sont en relation directe avec les musées, avec les responsables locaux.
ils ont renforcé leur opinion que c'est donc l'art romain qui prédomine. Et dans les musées du Pakistan, qui sont quand même très très riches en art du Gandhara, on commence à enlever les étiquettes gréco-bouddhiques et mettre des étiquettes romano-bouddhiques. Et nous n'avons aucune part dans ce jeu d'influence, alors qu'on aurait dû quand même faire quelque chose. C'est mon nom personnel. Voilà donc cet art du Gandhara que M. Combo nous a si superbement montré aujourd'hui avec des images que nous ne pouvons pas rêver de voir, puisque nous ne pouvons pas aller au Pakistan, nous ne pouvons pas aller en Afghanistan, nous pouvons aller au musée Guimet, et je vous invite à aller au musée Guimet quand vous allez à Paris. N'allez pas tous aux Galeries Lafayette, allez quand même, n'allez pas tous au Louvre. Et l'un n'empêche pas l'autre, oui, très justement. Je vous invite à découvrir le musée Guimet, car ses collections sont splendides, et vous allez donc y découvrir une page de l'histoire culturelle de la Grèce que nous ne connaissons pas en Grèce et qu'il est temps pour nous de découvrir au musée Guimet. Je vous remercie beaucoup. Et encore une fois, nous remercions donc la directrice de l'Institut français de nous avoir donné l'hospitalité aujourd'hui. Aussi, Madame Libert, qui nous a énormément aidé et facilité le côté pratique, et Téléperformance, qui nous a donné aussi son aide, et vous tous. Alors, pour le cercle culturel, la prochaine conférence se tiendra le vendredi 4 février au matin à l'hôtel Vassilikos, et c'est M. Gilles-Henri Tardy qui va nous parler des Templiers. Et une question pratique, est-ce que quelqu'un a mon sac à main? Vous l'avez? Parce que j'ai l'impression de l'avoir perdu. C'est bien. Alors je vous remercie infiniment.